Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce débat à l'occasion des élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Un débat enregistré dans les conditions du direct et dans le strict respect des règles sanitaires. Ce soir, nous nous concentrons sur le Pas-de-Calais et ses 39 cantons. Qui aura la majorité dans cette assemblée départementale? Quelle politique pour le département demain? Nous en parlons avec nos invités. Laurent Duporge, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes secrétaire de la Fédération PS du Pas-de-Calais et candidat dans le canton de Liévin où nous le précisons, 4 autres binômes sont en lice. Marc de Florian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Calais, candidat RN dans le canton de Calais 3 où s'affrontent 3 binômes en tout. Maïté Mulot-Friscourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Calais, conseillère départementale sortante LR, candidate dans le canton caléen, où s'opposent 4 binômes, parmi lesquels celui de notre dernière candidate, Olia Rangelova, suppléante du binôme LREM. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Jean-Louis Manant, qui nous apportera son expertise. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être avec nous. Alors pour lancer ce débat, nous vous avons demandé de choisir une photo qui représentait le département et sa politique. Et on commence par vous, Maïté Mulot-Friscourt, qui avait été désignée par tirage au sort. Et vous avez choisi une photo d'une maison de santé. Exactement, j'ai choisi la photo de la maison médicale d'Auxi-le-Château, car on sait que le véritable problème, que ce soit aussi bien en ville que dans la campagne, c'est la désertification médicale. Bien sûr, il y a eu beaucoup de créations de maisons médicales de santé, mais c'est insuffisant. Une des propositions de notre équipe, c'est la proposition d'itinérance des professionnels de santé, avec un cabinet encore au plus proche des habitants, un cabinet partagé avec des médecins, des kinés, des infirmières et pourquoi pas de la médecine douce aussi qui pourrait permettre de faire de la prévention. Tout cela au plus proche de chacun. Les médecins, on le voit, ont une vision différente des choses des médecins de famille qu'on a pu comprendre et il faut s'adapter maintenant au présent et au futur. Alors vous, Olia Rangelova, vous avez choisi le phare de Calais. Tout à fait, merci beaucoup de me donner la parole. En effet, cette photo, c'est le phare de Calais. Il a été construit en 1848 et chose assez rare en fait, vous le voyez ici, il est situé en plein centre-ville. Il me semble qu'il est très emblématique du positionnement géographique de notre département entre terre et mer, à la jonction de routes maritimes et terrestres qui nous relient à la Belgique, à l'Angleterre, mais aussi à l'Europe du Nord. C'est un symbole d'accueil puisque le phare éclaire et mène les voyageurs à bon port. Cette lumière qui guide en plein cœur de la cité est vraiment à l'image de ce que nous souhaitons faire pour le département, à savoir que notre action sera vraiment centrée sur les citoyens et leurs besoins. Nous estimons en effet que les solutions doivent provenir de la société civile face aux défis que nous rencontrons. Et dans ce contexte... Nous y reviendrons bien sûr. Marc de Florian, c'est à votre tour de nous parler de votre photo, un hôtel à Saint-Omer. Oui, absolument. Je voulais vous présenter l'hôtel Saint-Louis, un établissement étoilé, dont il est envisagé qu'il accueille dans les semaines ou dans les mois à venir, en plein centre de la ville de Saint-Omer, donc 80 clandestins, soi-disant mineurs isolés, qui ne sont pour la très grande majorité d'entre eux ni mineurs ni isolés. Ce qui se passe, c'est que dans le département, une association immigrationniste s'est vue confier par le département la gestion de cette filière d'immigration, à la fois juteuse pour les migrants, pour les passeurs et pour les idéologues d'extrême gauche qui en vivent. Il est d'ailleurs impossible d'en connaître les chiffres exacts, qui sont camouflés volontairement dans le budget de l'aide sociale à l'enfance. Ce qu'on sait, c'est que très récemment, Éric Dupond-Moretti a pris un arrêté qui prévoit l'installation cette année dans le département du Pas-de-Calais de plusieurs centaines de ces clandestins. Et chacun de ces migrants coûte par an aux contribuables et aux bénéficiaires de l'aide sociale, aussi l'occasion 30 de revenir à 50 sur 000 les euros par mineurs an. isolés, puisque ça fait partie des questions que nous aborderons. À votre tour, Laurent Duporge, avec cette photo de collégien. Oui, madame, j'ai choisi cette photo de collégien dans un des 125 collèges du département du Pas-de-Calais. J'ai choisi cette photo tout simplement parce que c'est une politique très forte du département du Pas-de-Calais. Nous y consacrons beaucoup de moyens dans le cadre des bâtiments, dans le cadre du cadre de vie, dans le cadre des activités qui sont amenées à ces collégiens. Et puis parce que tout simplement, ces jeunes sont les adultes de demain. Et tous les moyens doivent être consacrés pour leur réussite. Et puis,
À titre tout à fait personnel, madame, j'ai choisi cette photo car s'il y a bien une conviction qui m'emporte aujourd'hui dans les combats qui sont les miens, dans l'engagement politique qui est le mien, c'est que je pense que tout passe par l'éducation. Voilà. Et donc, quand tout passe par l'éducation, c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer les personnels enseignants qui font un travail formidable, celui de la transmission de la connaissance. Eh bien, on doit être à leur côté et on doit effectivement accorder tous les moyens qu'il faut pour que ces collégiens puissent avoir le meilleur enseignement possible dans les meilleures conditions possibles. Vous avez parlé du collège et effectivement, le département est présent dans notre vie quotidienne. On vient de s'en rendre compte. Pourtant, bien peu d'électeurs savent concrètement à quoi il sert. Alors, avant de lancer ce débat, on fait le point sur les compétences de cette collectivité. C'est la grande question. À quoi sert le département ? Eh bien, c'est lui qui s'occupe de la protection des plus fragiles, des bébés aux personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées, démunies, en distribuant des allocations comme le RSA. Il gère aussi les collèges, les pompiers et les routes départementales dans le Pas-de-Calais, 6248 km de bitume. On le sait moins, mais le département a aussi des compétences culturelles. Par exemple, il finance certains musées, comme la Maison de l'Archéologie à Dainville, le Château d'Ardelot. Il aide aussi Nausicaa ou le Louvre-Lens et peut promouvoir le tourisme. Il possède certains parcs, comme celui d'Olin ou le lac d'Ardres, et gère des zones protégées comme les dunes du littoral. Enfin, c'est un acteur du rééquilibrage entre villes et communes rurales. Jean-Louis Manon, maintenant que nous avons vu ce que gère le département, rappelez-nous comment il est financé, avec quel budget ? Alors, près de 2 milliards d'euros, c'est le budget du département du Pas-de-Calais, 1,8 milliard exactement. Une grande partie de ce budget, plus d'1 milliard, est destinée aux actions de solidarité, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Le département est aujourd'hui totalement dépendant des dotations de l'État et donc du bon vouloir de l'État. Le département ne lève plus d'impôts locaux, il n'a plus d'autonomie fiscale. Avant, il y avait la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la taxe foncière, tout ça c'est terminé. Du coup, le département n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Ce qui fait dire aux plus pessimistes que le département n'est plus qu'un guichet à distribuer les aides sociales. Priver le département d'autonomie fiscale, ce serait la première étape d'un plan destiné à le faire disparaître à plus ou moins long terme. Alors vous l'avez dit, une part importante de ce budget du Pas-de-Calais est consacrée aux solidarités, notamment au RSA. Avec la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté dans le département de 53 à 56 000 entre janvier et juillet 2020. Il risque d'augmenter encore. Est-ce que vous craignez de ne pas pouvoir prendre en charge ce surcoût, Laurent Duporge ? Écoutez, madame, non. Et le département du Pas-de-Calais a toujours fait face à ses obligations. Et je me rappelle de ces débats de début de mandat où on nous promettait effectivement de faire faillite dans le département du Pas-de-Calais, de ne plus avoir les moyens de faire face à nos obligations. Les élus de la majorité départementale y ont fait face parce qu'ils ont été responsables. Nous avons engagé toute une série effectivement d'économies dans le fonctionnement de cette collectivité et nous avons toujours su faire face à nos obligations et notamment vis-à-vis effectivement des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi et ceux qui sont au RSA. Et en particulier, madame, nous avons fait énormément d'efforts dans l'insertion de ces personnes au RSA. Et je peux citer en particulier que nous avons réussi à mettre à l'emploi, tout au long de ce mandat, 6 500 bénéficiaires du RSA. Donc non, madame, nous ferons toujours face à nos responsabilités. Mais vous ne souhaiteriez pas un peu plus d'aide de l'État, de compensation ? Madame, il nous manque 1 milliard. Vous entendez ? 1 milliard d'euros. Toutes ces compensations qui ne nous ont pas été faites par l'État, effectivement, au titre des allocations de solidarité. Eh bien, malgré ce milliard, madame, nous avons su faire face à ces responsabilités. Oui, nous demandons effectivement, quelque part, compensation à l'État de ce qui avait été profit, notamment par M. Raffarin à l'époque. Ça ne nous a pas été donné. Pour autant, madame, nous avons la responsabilité de ce département et surtout de cette population. Nous avons travaillé durement et nous avons effectivement réussi cela. Alors Maïté Friscourt, vous êtes dans la même philosophie où vous voulez conditionner le RSA à l'inscription à Pôle emploi comme le Nord par exemple ? Alors bien sûr, nous avons des propositions. Alors sur quoi je voudrais revenir, c'est vraiment que l'État doit prendre ses responsabilités. Normalement, l'État devrait prendre 60% du reste à charge concernant le RSA, ce qu'il ne fait pas. Donc effectivement, si nous avions cette marge de manœuvre supplémentaire, cela permettrait de mettre beaucoup plus d'actions en place.
Nos propositions sont le fait de créer un référent unique, puisqu'on voit que souvent, au niveau des personnes qui peuvent toucher le RSA, ils ont une multitude de référents suivant les thématiques. La création d'un référent unique, comme l'a fait le Nord, vous l'avez cité, c'est vraiment la simplicité et suivre une personne du début jusqu'à la fin et d'avoir vraiment une vision plus humaine de la chose. Après, une réflexion aussi sur le bénévolat pour les bénéficiaires du RSA. On se rend compte que finalement, quand les personnes se sentent utiles, quand ils peuvent trouver leur talent, quand ils sont valorisés, c'est aussi une première étape pour revenir à l'emploi. Alors vous, Oliane Rangelova, qu'est-ce que, en tant que représentante de La République En Marche, vous pensez du RSA? Est-ce qu'il doit revenir à l'État finalement? Est-ce que c'est lui qui devrait le prendre en charge? Alors effectivement, c'est une question qui se pose et qui a été soulevée notamment par les représentants des départements au niveau national. Et ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que c'est un mécanisme aussi de stabilisation dans des retournements de la situation économique au niveau local. Et à ce stade, les départements font face, bien sûr, à des difficultés dans ce contexte. Mais je souhaite attirer l'attention aujourd'hui à nos téléspectateurs sur le fait que le gouvernement met en place des politiques très volontaristes, l'une des plus généreuses en Europe, sur la protection des plus démunis et la précarité. J'écoute aussi l'intervention d'élus sortants, notamment au niveau du conseil départemental. Et effectivement, ce que l'on constate, c'est que le département est généreux de ce point de vue-là. Mais il me semble qu'il faut aussi avoir une vision d'ensemble, à savoir que le Pas-de-Calais est caractérisé par un chômage structurel beaucoup plus élevé qu'ailleurs en France et un taux de pauvreté extrêmement important. Ça veut dire plus de compensation de l'État pour justement essayer de faire en sorte de baisser le chômage ? Il s'agit en fait, là c'est une seule des réponses en fait à une question beaucoup plus grande et qui se doit d'être exhaustive, à savoir que le département doit être efficace dans ses politiques d'insertion professionnelle et d'accompagnement des jeunes dans le retour à l'emploi et à la formation. En effet, le Pas-de-Calais est l'un des seuls aussi à bénéficier d'un fonds européen pour ce retour à l'insertion. Et il me semble qu'au niveau local, les politiques qui sont menées dans ce domaine doivent être beaucoup plus transparentes, avec une évaluation de leur efficacité de façon régulière. Voilà. Marc de Florian, votre position par rapport au RSA ? Eh bien, conditionner le RSA, sûrement pas. Les gens en ont besoin. C'est une soupape qui permet d'absorber, notamment en ce moment, les conséquences de la crise sanitaire. Et puis, sur les moyens qui sont dévolus au département par l'État, ce qui est intéressant de constater, c'est d'abord, évidemment, il faut que les élus rendent compte de la façon dont l'aide sociale est distribuée. Et c'est très bien comme ça. Et donc, ce qu'on va demander aux élus sortants, c'est... cette aide sociale qui est distribuée, quelle proportion a été donnée aux mineurs migrants? Ça m'intéresse. Ça intéresse nos électeurs. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros, mais impossible d'avoir les chiffres. Ce n'est pas sur le RSA, sauf que, évidemment, un budget, il se gère de manière globale. Donc, plus on dégage de marge de manœuvre en évitant les gaspillages et les détournements de budget, eh bien, plus on peut aider les gens qui en ont besoin. Soit pour le retour à l'emploi, soit par le RSA, soit par les autres dispositifs sur lesquels nous aurons, j'imagine, l'occasion de revenir. Vous permettez de répondre simplement à la représentante de La République En Marche? Je trouve que son intervention est totalement décalée. Elle est la représentante d'un gouvernement qui a fait exploser le chômage et qui a fait exploser les inégalités. Je pense que c'est surtout ces représentants, elles, qui devraient rendre des comptes à la nation sur les résultats d'aujourd'hui. Et au contraire, nous avons fait, nous, que essayer de corriger toutes ces politiques qui ont été menées, ces politiques désastreuses, et je le dis avec des résultats. Je vous ai cité ce chiffre de 6 500 bénéficiaires du RSA qui sont revenus à l'emploi. Voilà, je pense que là, ici, il y a des chiffres et il y a des résultats. Je trouve qu'elle est en total décalage par rapport à ce qu'elle représente aujourd'hui. Elle a évoqué le problème de la transparence. Mais c'est totalement transparent, madame. Excusez-moi. Tout est transparent dans le budget du conseil départemental. Ah bon ? Tout est transparent dans les résultats qui sont obtenus. Et bien évidemment, j'encourage d'ailleurs les uns et les autres à venir voir. Je pense qu'ils n'ont pas encore regardé cela dans le détail, pour vous dire d'ailleurs qu'à un moment donné, c'était d'ailleurs sous le temps de Madame Bachelot, nous avons été cités en exemple, le département du Pas-de-Calais, justement sur notre politique d'insertion des bénéficiaires du RSA. Vous souhaitez répondre ? Non, mais je prends note tout à fait de cette intervention. Alors effectivement, quand on va sur le site du département du Pas-de-Calais, je crois que le dernier rapport annuel date de 2018. Par ailleurs, en termes de fléchage, finalement, des financements par commune, vous n'avez aucune
L'information manque, donc on ne sait pas comment ces financements sont distribués et quelle est leur efficacité. Alors effectivement, ce qu'on constate aussi, c'est que depuis 10 ans, il me semble, même peut-être plus, le taux de chômage est extrêmement élevé dans le Pas-de-Calais, beaucoup plus qu'ailleurs. La pauvreté y est également très répandue. Et les jeunes, sans emploi ni formation, ils sont en nombre plus élevé, je crois 25-26%, avec un taux de décrochage scolaire qui est ahurissant dans certains cantons. Donc après, peut faire vous y avez largement contribué, quelles sont vos madame. propositions ? Alors, mes propositions, c'est justement déjà d'introduire beaucoup plus de transparence dans la façon dont ces aides à l'éducation, à la formation des jeunes sont distribuées et de faire une évaluation récurrente et régulière de leur efficacité en termes d'accès à l'emploi et de réduction du taux de chômage. Maïté Mulot-Friscourt. Alors, par rapport aux propositions, nous sommes également sur le fait d'avoir une politique beaucoup plus ambitieuse sur les territoires zéro chômeur de longue durée. On est vraiment, je pense, dans l'accompagnement. On a besoin de plus d'accompagnement et de plus de stabilité. Comment concrètement ? Je reviens sur le fait de la proposition d'un référent unique pour le RSA. Pour le RSA, et également au niveau de l'insertion, d'avoir vraiment ce travail aussi de pédagogie pour aider les personnes à revenir dans la vie active. Avec quel financement du coup ? Un financement de l'État plus important ? Alors, pas un financement de l'État plus important, puisque finalement, différente. si on répartit de façon différente, si l'État prend ses responsabilités, on aura quand même 60% de budget de reste à charge en plus, et ça permettrait vraiment d'intervenir. Marc de Florian, oui. Pour conclure, vos propositions sur justement l'emploi, comment faire baisser le chômage ? Eh bien, la première proposition que nous faisons, je suis désolé d'y revenir de manière peut-être désagréable pour vous, pour votre bilan, les élus sortants que vous êtes chacun et chacune. Combien ça nous coûte les migrants mineurs isolés par an au département ? Combien de dizaines de millions d'euros qui ne sont pas attribués au retour à l'emploi, qui ne sont pas attribués aux bénéficiaires du RSA qui mériteraient un meilleur accompagnement ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Précision, quand même, 450 mineurs environ, c'est assez peu sur le nombre d'aides qui sont données pour justement les mineurs d'une façon générale. Donc on parle de 450 migrants. Combien ça coûte ? C'est ça la vraie question. C'est pas le nombre. Un mineur migrant isolé, qui n'est souvent ni mineur ni isolé, c'est quand même une fraude généralisée. Combien ça coûte de dizaines de millions d'euros par an au département ? Laurent Duport, je répondais. Écoutez, voilà, nous sommes sur le seul thème sur lequel le Rassemblement national, le Front national, aujourd'hui, axe sa campagne des départementales. Quand on regarde les tracts du Rassemblement national, l'on constate d'ailleurs, madame, que ce coût varie. Dans le canton de Bully-les-Mines, on annonce que c'est 35 000, 40 000. Sur le canton de Lens, on a un tract qui annonce que c'est 50 000. Bref, tout ça n'est guère sérieux de la part de ses représentants et l'on voit bien que l'on cherche simplement à faire de la polémique. Je vais vous répondre tout simplement. Je pense qu'il faut vous rappeler la loi, monsieur. L'État, c'est par voie législative que l'État a confié cette responsabilité au département. Que vous déléguez à une association d'extrême gauche, immigrationniste. L'État a délégué par voie législative volontairement, au département. C'est vous qui l'avez décidé, ça. La mise à l'abri, madame, lorsqu'effectivement c'est une obligation. La mise à l'abri, ce n'est pas une l'accompagnement, c'est une immigration illégale que vous encouragez. Vous souhaiteriez qu'il y ait des tests osseux. Absolument, on parle de tests osseux pour déterminer l'âge des migrants. Peut-on parler ? Est-ce que je peux intervenir juste par un constat ? Excusez-moi, quelque chose. Je peux intervenir sur ce thème, vous aurez l'occasion de répondre. Je vous laisse pas répondre. S'il vous plaît, on va faire tourner la parole. Voilà, je voudrais juste souligner le fait que ce vendredi, plus d'une centaine d'avocats ont saisi la justice contre le tract du Rassemblement national pour incitation à la haine et à la discrimination en raison de ses origines. C'est très bien. Par ailleurs, non, effectivement, les chiffres que vous avancez dans ce tract s'élèvent pour les mineurs isolés étrangers à 40 000 €. Or, d'après ces avocats qui sont justement spécialisés sur ces questions, ils ne sont pas politisés. Il s'agit quand même de 104 avocats qui ont saisi la justice et il apparaît très clairement que vous avez très largement surestimé les coûts. À combien ? Alors, d'après les chiffres que j'ai récupérés du Monde et justement de ces avocats, 23 € par personne, l'Assemblée des départements, voilà, 8 000 € par an. Comment peut-on traiter des personnes comme des objets ? L'Assemblée des départements de France, présidée par Dominique Bussereau, qui n'est pas au Rassemblement national jusqu'à preuve du contraire,
a estimé le coût des mineurs isolés, qui ne sont ni mineurs ni isolés, à 1 milliard par an pour tous les départements de France en 2019, 2 milliards en 2020 et une prévision à 3 milliards en 2021. Alors, comment pouvez-vous estimer déjà que ce soit qu'il ne soit pas mineur, Donc ça veut dire qu'on doit laisser tomber des enfants. Ce ne sont pas des enfants, voyons. Ce sont des enfants. Ça veut dire que les enfants, 1m80 et 90 kilos, ce ne sont pas des dans enfants. les situations comme on peut le voir ici, c'est faux. on doit les laisser tomber. Non mais au moins les positions sont très claires. Possible de répondre, parce que monsieur, vous ne connaissez pas ma position, je ne vous l'ai pas exprimée. Vous ne m'avez pas laissé l'occasion de l'exprimer. Allez-y. Comme souvent, vous savez le faire d'ailleurs, vous, représentant du Front National. Madame, donc je répète, c'est par voie législative et ensuite par une décision du juge des enfants qui vérifie effectivement si le mineur est mineur ou pas, que ensuite nous avons la responsabilité effectivement de ces mineurs. Mais sortez dans la donc rue, oui, madame, nous les accueillons, nous les accompagnons et nous chargeons par exemple de leur faire l'apprentissage de la langue française, de les rentrer dans un contrat d'apprentissage, d'avoir des mesures de formation, car effectivement nous avons le devoir de les accueillir et de les prendre en charge. Combien ça coûte, monsieur, je vais vous le dire, effectivement. Nous n'avons rien à cacher là-dessus. Un mineur en moyenne, effectivement, coûte 32 000 par an, 32 000 euros par an. Nous en accueillons, madame, en moyenne, depuis 3-4 ans, 400 effectivement qui sont des mineurs par an isolés, non accompagnés. Voilà, 400 par an. Ça fait 15 millions par an. Et sur, madame, 400, minimum. sur 7 000 jeunes, 7 000 jeunes qui sont effectivement accompagnés au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le département. Ça fait 6%, monsieur. Donc, vous savez, cette catastrophe, cette polémique que vous êtes en train d'insinuer, elle est malsaine. Voilà, c'est pas du tout malsain, c'est un débat de fond. Accepté. Et elle se résume, vous savez, quand on n'a rien à proposer, vous êtes en désaccord, ça je pense qu'on a bien compris. Et là, du coup, on va passer à l'aide sociale à l'enfance. D'une façon générale, vous aurez peut-être... vous aurez l'occasion de vous réexprimer puisqu'on va parler de l'aide sociale à l'enfance en général. Justement, qu'est-ce que vous prévoyez pour les familles d'accueil? Allez-y, Non, mais moi, je vais continuer parce que c'est important. C'est là qu'est le clivage principal, d'ailleurs, entre les représentants du Parti socialiste qui a ruiné le pays et qui est aux responsabilités depuis des années dans le Pas-de-Calais, entre les Républicains qui ne savent plus où ils habitent, entre En Marche qui a mis la population des Gilets jaunes dans la rue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien vous dépensez sur les 6 500 jeunes Français à qui vous avez aidé à retrouver un emploi. Vous avez dépensé combien par chacun de ces mineurs français? Est-ce que vous avez dépensé 30 000 euros pour chaque petit habitant du Pas-de-Calais, petit ou grand d'ailleurs, pour retrouver un emploi? Combien vous avez dépensé? Monsieur, le chiffre que je vous donne s'adresse à la fois aux mineurs isolés, étrangers, comme vous le dites, et à ceux qui sont ici, effectivement, qui sont d'origine, effectivement, 30 000 euros française. par demandeur d'emploi. C'est justement ce que je disais, donc on va revenir à cette thématique, puisqu'on ne va pas parler que des mineurs isolés. Sont dépensés par jeunes qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, et ces jeunes mineurs, effectivement, relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Voilà la réponse, monsieur. L'aide sociale à l'enfance, justement, on en parle. Les familles d'accueil, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous prévoyez plus de contrôle? On sait qu'il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps, justement. Est-ce qu'il y aura de l'argent? Est-ce que dans votre budget, vous voulez qu'il y ait plus de contrôle, qu'on arrive à mieux choisir ces familles d'accueil? Alors, plus de contrôle, pas spécialement, puisque de toute façon, le but du jeu, c'est d'avoir des référents, encore une fois, des personnes qui soient présentes du début, pendant les accompagnements, avec vraiment une aide et la possibilité d'intervenir. On a pu voir une jeune maman qui s'est portée volontaire pour être accueillante familiale et qui s'est retrouvée avec un enfant très difficile qui a pu être violent avec les enfants donc de l'assistante familiale. Elle s'est retrouvée dans une situation qui était très compliquée puisqu'elle parlait aussi de la protection de ses enfants. Et malheureusement, on voit qu'il n'y a pas assez de référents et elle a vraiment été en difficulté. Pour que nous puissions accueillir les enfants correctement, les enfants de tout le Pas-de-Calais, il faut aussi que finalement cet accompagnement soit présent pour avoir vraiment une meilleure efficacité. Alors, Olia Rangelova, votre avis sur justement cette aide sociale à l'enfance et les violences conjugales, puisqu'on sait que souvent c'est un petit peu lié. Est-ce que vous avez des propositions ? Alors effectivement, donc l'aide sociale à l'enfance, les violences conjugales sont très fortement liées à la situation socio-économique dans certaines zones de notre département. Et il me semble qu'elles doivent être vraiment prises à bras-le-corps et traiter le problème dans le fond. Comment ? Alors, il s'agit tout d'abord, pour ce qui est
afin de lutter finalement contre les tragédies qu'on a pu voir ces derniers jours, des meurtres qui ont été perpétrés auprès de certaines femmes, il est indispensable de sensibiliser beaucoup plus les forces de l'ordre dans le suivi finalement et la prévention de ces actes qui deviennent finalement sans issue et sont tragiques. Il en est de même aussi sur l'accompagnement des enfants et l'ouverture que l'on doit avoir dans les missions et mesures qui sont mises en place par le département, parce que nous constatons finalement un isolement de certaines personnes et populations, une mobilité extrêmement faible. Et dans ce contexte, il est essentiel d'aller justement vers ces quartiers, de promouvoir une ouverture par la culture, la formation et finalement un apaisement. Vous parlez des quartiers, c'est aussi une des prérogatives du département de pouvoir jouer sur l'aménagement du territoire. Quelles sont vos propositions en termes d'aménagement du territoire pour rééquilibrer les campagnes et les villes? Moi, je vais revenir sur les violences conjugales et sur les personnes victimes de violences, les femmes et les enfants en général. Il s'avère que lors de l'année qui s'est écoulée, où se sont succédés le confinement et des confinements successifs, d'ailleurs dans le chaos le plus général dont vous êtes responsable, en tout cas dont vous assumez le bilan, les accueils de jour, certains accueils de jour qui étaient censés accueillir les personnes victimes de violences ont été fermés. Parce que pas suffisamment de moyens n'avaient été délégués à ce service. Du coup, vous voulez plus de c'était moyens le cas notamment à Calais, dans le jour. quartier du Beaumarais. L'association La Parenthèse a dû fermer son accueil de jour parce que pas suffisamment de moyens n'avaient été alloués. Alors les moyens, j'ai déjà expliqué où on pouvait les trouver. Il y en a des dizaines de millions d'euros qui sont détournés. Voilà une solution pour venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin. Et rééquilibrage des villes et des campagnes. Alors, le rééquilibrage des villes et des campagnes, il doit être établi une péréquation stricte, c'est-à-dire que pour 1 euro, et c'est la même chose que propose Sébastien Sionu aux élections régionales, il y a évidemment une cohérence entre nos propositions. Pour 1 euro dépensé pour les villes, c'est au minimum 1 euro dépensé pour les campagnes. Il faut redonner de l'attractivité à nos zones rurales. Notamment par le développement de la 5G, par le développement des maisons de santé, qui est un point d'accord, par le développement des transports, notamment le transport à la demande, par l'aide au permis, qui est déjà une politique en place et qu'il faut encourager et que nous poursuivrons si jamais les électeurs décident de nous confier les responsabilités du département. Vos solutions? Madame, je vais revenir sur les assistantes familiales et donc sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'accueil de ces enfants parfois bien abîmés, bien traumatisés. Très rapidement. D'abord, Madame, les mots c'est bien, mais les actes c'est mieux. Nous sommes attachés à donner un véritable statut professionnel à l'assistance familiale. Nous sommes attachés à leur donner une vraie rémunération à ces assistantes familiales. Et nous sommes attachés également à leur donner une vraie formation, car c'est vrai que les problématiques sont de plus en plus effectivement graves. Et donc, elles ont besoin effectivement d'être accompagnées. Sur les violences conjugales, Madame, là aussi, qu'est-ce que nous sommes attachés à faire? D'abord, nous finançons des travailleurs sociaux dans les commissariats pour accueillir effectivement les femmes qui sont victimes de violences. Nous finançons également des places d'hébergement pour qu'elles puissent être tout de suite prises en charge. Voilà, ça, ce sont des actes, ce ne sont pas des mots, ce sont des politiques qui sont mises en place. Pour le rééquilibrage, juste une chose, Madame. Le Pas-de-Calais est un formidable département, 890 communes, et effectivement, il a une dimension rurale agricole extrêmement forte. Et il faut effectivement, sur cette dimension rurale, sur ces pays ruraux, bien faire en sorte que la fracture qui parfois existe entre les villes et les campagnes se réduise de plus en plus. Juste une politique qui a été menée. Le numérique, monsieur, les nouvelles technologies, vous l'avez évoqué. Eh bien, nous avons créé un syndicat mixte, effectivement, qui s'appelle un syndicat mixte numérique 5962, pour faire en sorte que là où les opérateurs ne viennent pas parce que ce n'est pas rentable, eh bien, le département y est allé. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les territoires ruraux qui ne sont pas desservis en numérique le seront grâce au Conseil départemental du Pas-de-Calais. Maïté Mulot-Friskour, vos priorités dans l'aménagement du territoire? Alors, c'est vrai que pour nous, 1 euro dépensé, c'est 1 euro utile, peu importe l'endroit. Le plus important, en fait, c'est vraiment d'augmenter l'investissement auprès des communes et le faire pas seulement de façon égalitaire, mais surtout de façon équitable. Donc, c'est-à-dire ne pas avoir un montant unique pour une aide, pour une commune, mais vraiment prendre une proportion et adapter les subventions par rapport aux besoins. Par exemple, pour une route, pour une rénovation de route ou pour quel investissement, on ne peut pas comparer un tout petit village avec un village qui a beaucoup plus de routes. Il faut vraiment que tout cela soit
équitable. Il faut également continuer à développer les pistes cyclables, puisque là, on est aussi bien sur un point économique que écologique, qui permettrait aux habitants de se déplacer en toute sécurité et de façon beaucoup plus respectueuse pour l'environnement. On peut également investir sur la vidéosurveillance, mais de façon totalement réfléchie pour qu'il y ait une concordance au niveau des territoires. Et bien de toute façon, ce n'est pas une prérogative du département, sauf si c'est pour rééquilibrer dans des villages éventuellement. Mais il y a moins de délinquance dans les villages. Ah bon ? Non, pas spécialement. Je pense qu'effectivement, la vidéosurveillance, elle est vraiment attendue aussi par les maires ruraux, par les habitants de la ruralité. Et il faut également travailler sur la prise en charge des rénovations énergétiques, encore une fois, pour protéger l'environnement. Alors, vous nous aviez montré une photo tout à l'heure de la maison médicale de santé. Est-ce que le département peut faire quelque chose justement et quelles sont les solutions contre la désertification médicale, Olia Rangelova ? Alors, il ne me semble pas que ce soit nécessairement une action vitale qui doit être menée. Le Pas-de-Calais est sous-doté. Oui, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est que la région également a été très peu active dans ce domaine. Et ce qu'il faudrait finalement pour favoriser et attirer davantage de médecins dans notre département, c'est par exemple mettre en place des structures qui facilitent leur installation avec des exonérations dans un premier temps et afin de leur permettre finalement d'accroître le nombre de spécialistes. C'est déjà Laurent Duporge ? Oui, le département du Pas-de-Calais, dans certains territoires, effectivement, souffre d'une désertification, effectivement, de médecins. Donc, le département du Pas-de-Calais, Maïté Friscourt pourrait le dire, nous avons engagé une politique expérimentale. Nous allons recruter des médecins. Donc, en salariat, là où il y a effectivement des déficits constatés, nous allons voir comment ça se passe. Nous finançons bien évidemment aussi les maisons de santé là où elles sont. Mais vous savez, la réponse n'est pas simplement sous forme d'exonération. Je rencontrais il n'y a pas très longtemps, mais certains de mes collaborateurs ont rencontré le doyen de la faculté de médecine. Ce que recherchent également les étudiants en médecine, c'est aussi les accompagner dans leurs études. Les accompagner, pas financièrement forcément, mais les accompagner par un logement, par des services apportés que ça, pour les fidéliser à un territoire. Donc, ça passe aussi par ça. De votre programme, on a compris. Alors, avant de continuer ce débat, je vous propose de regarder un point sur les modalités du scrutin de ces départementales. Des modalités particulières, regardez. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. Le Pas-de-Calais compte 39 cantons contre 77 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 78 élus au Conseil départemental du Pas-de-Calais. Pour être élu au premier tour, 2 conditions: obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour. Lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. On l'aura compris, les triangulaires risquent d'être rares. Jean-Louis, rappelez-nous la composition de l'Assemblée et les enjeux. Alors donc on vient de le voir, le département du Pas-de-Calais est composé de 39 cantons. Et comme il y a 2 conseillers départementaux par canton, un homme, une femme, eh bien, il y a 78 conseillers départementaux dans l'hémicycle du département du Pas-de-Calais. On peut dire que le paysage politique du département a changé ces 6 dernières années. En 2015, juste après les élections, il y avait 3 forces politiques, la gauche, la droite et l'extrême droite. Tout ça, c'est peu à peu fracturé. La droite, elle a explosé en vol. 4 conseillers départementaux ont rejoint La République En Marche. 8 conseillers départementaux ont créé un groupe centriste. Du côté du RN, 3 élus siègent désormais comme non inscrits. Le président sortant, le socialiste Jean-Claude Leroy, a bien compris qu'il aurait sans doute besoin de nouveaux amis pour garder son siège, élargir sa majorité, ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs, puisque son budget 2021 a été largement voté avec le renfort des marcheurs, des centristes et même de quelques élus de droite. Alors Maïté Mulot-Friscourt, justement, est-ce que la couleur de cette Assemblée a encore une importance ? Alors, effectivement, je pense qu'elle a son importance. Mais ce qui est important, c'est de travailler en toute intelligence. Nous avons été
une opposition qui était constructive. Nous avons fait des propositions. Effectivement, nous nous sommes abstenus pour la majorité de notre groupe sur le budget parce que nous n'aurions pas fait de la même manière si nous étions dans la majorité. Alors concrètement, ça veut dire qu'au soir du deuxième tour, vous allez potentiellement soutenir et faire un front républicain derrière Jean-Claude Leroy si la majorité est à gauche. Alors c'est un troisième tour, comme on peut l'évoquer, et je pense qu'il sera temps d'en réfléchir après le second tour quand nous verrons les résultats. Olia Rangelova, est-ce que vous songez à jouer les arbitres ? Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste indiquer que le binôme que je représente ce soir, François Duvette et Dominique Piéfort, sont vraiment contre l'idée de cumuler des mandats, que ce soit dans le temps, mais également au niveau de différentes localités, au niveau de la région, du département, d'un conseil municipal. Et c'est-à-dire que vous ne soutiendrez pas du coup Jean-Claude Leroy en cas de majorité à gauche ? Ce n'est pas du tout ce que je souhaitais signaler. Mais je pense qu'il est important aussi de souligner que certains d'entre nous, ceux qui sont présents ce soir notamment, cumulent un certain nombre de mandats. Et à notre sens, il est indispensable de lutter contre cette professionnalisation de la vie politique. Bien sûr, si nous sommes élus dans le cadre de l'opposition, nous ferons tout pour faire avancer nos idées en bonne intelligence avec la majorité. Un front républicain donc. Un front républicain, mais nous souhaitons bien sûr l'emporter. Marc de Florian, quel type d'opposition vous pourriez être si vous n'avez pas la majorité ? Eh bien, une opposition constructive, comme ça a été le cas lors de ce mandat, puisque les élus RN ont voté le budget supplémentaire, par exemple, pour pallier aux conséquences de la crise sanitaire, a fait des propositions constructives, a fait aussi des propositions qui créent un désaccord politique, et celui-là, il faut l'assumer, il n'y a pas de problème, c'est la règle de la démocratie, et il y a évidemment des points de désaccord que nous avons évoqués. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la réforme de 2015, on a agrandi les cantons et donc les conseillers départementaux, les élus de canton sont moins sur le terrain. On peut le constater, on le voit à Calais par exemple, où les élus du canton ou des cantons viennent vraiment juste avant les élections et puis d'ailleurs en profitant d'ailleurs des moyens municipaux dans un cadre complètement illégal, mais enfin on aura l'occasion peut-être d'y revenir à d'autres occasions. Est-ce que c'est facile quand on est dans la majorité de composer justement avec toutes les personnes de l'opposition, puisque là il faudra composer sans doute pour avoir cette majorité? Moi, j'ai animé le groupe majoritaire. Et vous avez pu constater, effectivement, il y avait 36 socialistes, Mouvement des citoyens, radicaux de gauche. Eh bien, nous sommes divers gauche et nous sommes restés 36. Et il y a 4 communistes qui étaient avec nous également. Ils sont restés 4. Grande stabilité parce que grande responsabilité, tout simplement, de ces élus de la majorité qui se sont dit, effectivement, qu'ils avaient la responsabilité d'1,4 million d'habitants. Et quand on a une telle responsabilité, ça ne souffre pas, on ne peut pas, effectivement, se diviser et puis s'haranguer sur ceci ou sur cela. Oui, nous sommes enrichis l'un l'autre, tout simplement, dans la diversité de notre majorité, voilà. Et c'est d'ailleurs quelque part quelque chose qu'il faut sans doute peut-être mettre en place à la région, où il y a une telle diversité également, sous la liste de madame, notre candidate Karima Deli. Je pense que c'est sans doute l'exemple du Pas-de-Calais peut servir à la région. Et puis, je l'avoue, effectivement, nous avons parfois, effectivement, travaillé, bénéficié, effectivement, de quelques propositions constructives. Mais nous avons toujours rejeté, par contre, madame, effectivement, les débats polémiques, les débats nationaux, les débats qui divisent, comme ceux, par exemple, sur les migrants. Voilà. Ce sont des choses qui ne concernent... Des débats nationaux, justement. Oui. C'est le danger pour ces élections. C'est évidemment compliqué pour les gens. Au fond, c'est quoi le rôle du département dans tout ce millefeuille territorial? C'est un peu compliqué pour les gens de comprendre. Alors, c'est quoi le rôle du département, Maïté? Alors, c'est vrai que souvent on m'appelle Maïté et ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Le rôle du département, c'est d'être présent aux côtés de ses habitants, de la naissance jusqu'au moment où ils deviennent nos aînés. C'est vraiment d'être là à chaque instant. Et c'est l'avantage aussi, et ça peut être un avantage, d'avoir aussi un mandat local, puisqu'on est en direct, en présence, en contact direct avec tous les habitants, que ce soit les enfants avec la petite enfance, que ce soit les collégiens, les écoliers, les adultes, les personnes qui aussi sont en situation de handicap et mettent très longtemps avant d'avoir des réponses de temps en temps sur leurs demandes. C'est vraiment d'être là au quotidien, à chaque instant. Alors Marc de Florian, pour vous, le rôle du département? Bien, le rôle du département, on peut y assumer des désaccords politiques
clair. Il s'agit de faire profiter l'aide sociale dont le département a la responsabilité et dont les élus que vous êtes doivent rendre compte aux habitants du Pas-de-Calais. Donc les élus Rassemblement national du Pas-de-Calais, du département, rendront compte, y compris de désaccords politiques, y compris sur les dizaines de millions d'euros détournés, y compris sur des choix politiques clivants, des désaccords politiques, mais bon, dont toutes les enquêtes d'opinion montrent, en tout cas, que 7 Français sur 10 partagent nos avis sur cette question. Alors, au fur et à mesure, on a vu que les lois enlevaient de plus en plus de responsabilités au département. Est-ce que vous craignez la disparition du département ? De mon côté, je ne pense pas, parce que justement, comme viennent de l'indiquer mes collègues, ceux qui sont présents ce soir, rapidement, voilà, c'est que au final, le département a su tirer à son avantage les missions qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi NOTRe, malgré les difficultés qui se posent actuellement, notamment en raison de la crise sanitaire que nous vivons et finalement des pressions qui sont exercées sur le RSA. Néanmoins, l'État dévoluera un rôle essentiel au département, puisqu'il nommera d'ailleurs des référents qui seront en charge d'assurer le lien entre les politiques qui vont être menées dans le cadre de la mise en place du plan de relance et finalement le tissu économique local et les individus. Vous êtes en avance, donc on va vous couper la parole. Laurent Duporge, expliquez-nous comment vous voyez le rôle du département dans l'avenir. Madame, le département, on a voulu le tuer plusieurs fois et le département est toujours là et il sera encore là demain. Pourquoi ? Parce que le département, je vais vous donner 3 définitions. C'est d'abord la collectivité de la solidarité, celle qui va vous accompagner dans vos réussites, mais surtout dans vos difficultés. Et tout au long de votre vie, du petit bébé jusqu'à la fin de votre vie, le département sera à vos côtés. Le département, c'est celui de la proximité. Vous avez des maisons départementales partout sur les territoires et l'on a vu au moment de cette crise sanitaire combien il était important d'avoir du service public. Et puis la dernière chose, le département, c'est aussi la collectivité qui assure l'équité territoriale et c'est pour ça qu'il existe pour chaque problématique territoriale des fonds différents. Le FARDA, le fonds pour le bassin minier, le fonds pour le littoral. Bref, nous assurons l'équité territoriale de manière à ce que chaque territoire puisse se développer. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter et ne pas confondre avec les régionales, ce qui est un peu difficile pour vous de faire qu'il y ait les 2 scrutins en même temps. C'est difficile, oui, parce que c'est toujours très compliqué pour un citoyen de voir la différence entre une collectivité et une autre. Mais je pense que les maires organisent très bien les choses et donc il y aura un sens de circulation qui vous amènera de voter une fois pour les départementales et en suivant les flèches d'arriver au régional. Donc je pense que les citoyens, et je leur dis d'ailleurs le 20 et le 27 juin, il faut qu'ils se rendent très nombreux aux urnes. Voilà. Oui, parce qu'évidemment, le risque, c'est l'abstention. Jean-Louis, avant de passer à notre carte blanche, vous avez un mot à nous dire sur ces binômes et cette parité nouvelle ? Oui, on l'a dit et redit, depuis 2015, dans chaque canton, il y a un couple d'élus, un homme, une femme. C'est ce qu'on appelle le scrutin binominal paritaire. C'était une première dans l'histoire de la Ve République et ça a plutôt réussi. Alors c'est une réussite parce que les femmes ont pu enfin faire leur entrée dans les conseils départementaux, des conseils qui étaient réputés très masculins et plutôt conservateurs. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, on est passé de 7 à 39 femmes, une véritable révolution. C'est également une réussite parce que ces binômes ont bien fonctionné. Selon un premier bilan, 85% des binômes en France affirment avoir bien, voire très bien fonctionné. Finalement, il y a eu assez peu de divorces politiques. Alors, Maïté Mulot-Friskour, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette parité ? Vous pensez que justement, c'était indispensable de passer par l'obligation ? Alors, on peut remarquer qu'il y a des fois des difficultés pour les femmes pour faire leur place en politique. J'ai pu avoir un commentaire d'un président de groupe d'extrême qui m'a dit, quand je venais d'arriver, que je ferais mieux de rester chez moi avec mes enfants, que c'était ma place. Pour certains, il est difficile de cumuler une vie familiale avec une vie politique. Là, on est plus sur ma voisine qui est en face de moi. C'est vraiment complètement ahurissant d'entendre ce type de commentaires. Une femme, un homme, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, peu importe son revenu, peu importe sa catégorie sociale, a sa place en politique et c'est vraiment essentiel.
Laurent Duporge, qu'est-ce que vous en pensez finalement ? Maïté a tout dit. C'est très compliqué pour une femme de rentrer en politique et d'y faire sa place. C'est vrai que parfois, il y a quelques commentaires qui ne devraient pas exister tout simplement. Et c'est vrai que la vie familiale, la vie politique, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai une vision très simple des choses. Une femme, un homme, effectivement, méritent tout simplement la même chose. Je vais vous donner 2 exemples. Moi, par exemple, dans ma collectivité, comme maire de Liévin, j'ai eu une femme directrice des services techniques et j'ai un homme qui est directeur de crèche. Et Marc de Florian, votre avis sur cette parité, il fallait la contraindre ? Moi, je trouve qu'elle est essentielle, elle est absolument indispensable. Je déplore les propos qui ont pu être tenus à votre rencontre. Non, elle est essentielle parce qu'on a vu, il y a un certain nombre de problématiques sociales qui sont abordées, qui sont en charge du département. Et il y a un certain nombre de ces questions que que des femmes ne voudront évoquer qu'avec des femmes, ou que des hommes ne voudront évoquer qu'avec des hommes, ou de manière croisée. Et donc, c'est très important parce que justement, ça donne plus d'accessibilité aux élus, encore faut-il qu'ils soient sur le terrain. Et c'est le moment de vous laisser la parole pour conclure ce débat. Vous avez chacun 1 minute. Vous voulez juste rajouter, mais en un mot, parce que vous êtes vraiment en avance sur la parité. Oui, non, effectivement, sur la parité, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il me semble indispensable aussi de représenter auprès de nos électeurs la population telle qu'elle est, à savoir 53% de femmes. Voilà. Merci. Alors après tirage au sort, donc vous avez une carte blanche pendant 1 minute pour conclure ce débat et appeler les gens à aller voter pour vous pour limiter justement l'abstention. Et on commence par vous justement, Olia Rangelova. Allez-y, vous avez 1 minute. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Dans le cadre de cette carte blanche, je souhaiterais vous parler d'Europe. Comme je l'ai dit lors de mon introduction, je pense que le département du Pas-de-Calais, par son positionnement, la proximité avec la Belgique, avec l'Europe du Nord, doit tirer parti finalement de cette ouverture vers l'Union européenne, tant d'un point de vue financier, compte tenu du montant très significatif de fonds structurels qui sont alloués chaque année à la région et au département, mais également du point de vue de l'épanouissement personnel, de la cassure finalement des silos, de l'ouverture des champs des possibles. Et je parle aussi au niveau des jeunes, pour les jeunes, puisqu'il m'est arrivé de faire des interventions dans des lycées du Pas-de-Calais avec beaucoup de questions sur le fonctionnement des institutions européennes. Qu'est-ce que l'Europe peut nous apporter ? Eh bien, je dis, intéressez-vous à ce sujet. Voilà, des actions vont être mises en place par La République En Marche. Et je souhaite y participer. Merci. Et je rappelle que dans votre canton de Calais 1, il y a 4 binômes de candidats. Marc de Florian, c'est à vous. Oui, merci. Les sondages le montrent jour après jour. Je l'ai évoqué tout à l'heure au cours de ce débat. Sur chacune des thématiques que nous avons abordées, la ruralité, la sécurité, l'immigration et l'attribution de l'aide sociale via la préférence nationale, eh bien, il y a une majorité de Français qui sont d'accord avec les positions du Rassemblement national. S'ils veulent qu'elles soient mises en œuvre, il leur suffit d'aller voter les 20 et 27 juin pour élire les représentants de chacun de leurs cantons. Et puis, après des décennies de gestion gauche-droite un peu mélangée, voilà, un front républicain qui va des communistes jusqu'à une partie des républicains, en passant par le Parti socialiste, La République En Marche. Tout le monde est un petit peu ensemble et adopte à peu près les mêmes recettes. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est le moment de l'alternance, la respiration démocratique normale après des décennies de conservatisme et d'immobilisme. Je vous remercie. Merci. On rappelle donc que dans votre canton de Calais 3 binômes de candidats. Ensuite, c'est à vous, Maïté Mulot-Friskour. 1 minute. Merci. Nous, habitants du Pas-de-Calais, nous sommes solidaires. Nous en avons la réputation et cela a pu se confirmer également pendant la crise. La solidarité, ça fait partie de notre ADN. Contrairement au Front National qui oppose jeunes et vieux, riches et pauvres, urbains et ruraux, nous sommes des élus qui n'ont qu'une seule priorité, c'est vous. Votre santé, en amenant les professionnels au plus proche de vous, en privilégiant le bien manger et les circuits courts, en aidant les agriculteurs. Vos enfants avec une éducation du XXIe siècle et un plan Génération Covid. Votre sécurité en investissant dans vos communes, vidéosurveillance et pour les routes. Vos aînés en privilégiant le maintien à domicile. Nous sommes des élus de la droite, du centre et des indépendants à votre écoute et au service de tous. Mobilisez-vous les 20 et 27 juin prochains.
Merci. Et donc, on rappelle que dans votre canton de Calais 1, il y a 4 binômes de candidats. On passe maintenant à vous, Laurent Duporge. 1 minute pour conclure. Mesdames, Messieurs, habitants du Pas-de-Calais, pendant 16 mois, vous avez été privés de beaucoup de libertés. Vous les retrouvez petit à petit. Le 20 et le 27 juin, vous allez en retrouver une essentielle, celle de voter, celle de vous exprimer. Venez voter massivement le 20 et le 27 juin. Votez pour vous. Votez pour le Pas-de-Calais, votez pour les élus de la majorité départementale. Elles sont des hommes, des femmes qui sont à votre écoute, que vous voyez sur le terrain et qui chercheront à tout prix, effectivement, à vous accompagner et à résoudre les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et surtout qui chercheront à rassembler l'ensemble des habitants de ce beau département du Pas-de-Calais. Merci. Je rappelle donc que dans votre canton de Liévin, il y a 5 binômes qui se présentent. On les voit actuellement s'afficher. C'est la fin de ce débat. Merci à toutes et tous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un autre débat dans la Somme cette fois. Et la semaine prochaine, à la même heure, nous nous retrouvons pour un débat sur le Nord. Et Jean-Louis, il y a des choses à dire. Oui, très intéressant également ce département du Nord. D'abord parce que Jean-René Le Serre, qui est le président d'Hiver Droite de ce département, arrête sa carrière politique. Et évidemment, ça aiguise quelques appétits. La gauche également aimerait bien reprendre ce département du Nord qu'elle a présidé pendant très longtemps. Le Rassemblement national aimerait bien prendre pied dans ce département du Nord. C'est le seul département des Hauts-de-France où le Rassemblement national n'a pas d'élus. Vous avez des élus dans la Somme, le Pas-de-Calais, l'Aisne et l'Oise, mais toujours pas dans le département du Nord. Et donc l'enjeu pour le Rassemblement national le 20 et le 27 juin, ce sera d'entrer dans ce département du Nord. Ça va être très intéressant, le département du Nord. Un débat effectivement avec beaucoup d'enjeux. Merci beaucoup Jean-Louis. Et donc je vous rappelle que ce débat aura lieu la semaine prochaine à 22h45. Il sera suivi d'un débat sur l'Oise et la semaine suivante, un débat sur l'Aisne. Voilà, c'est tout. C'était dit. Merci à tous d'avoir été avec nous. On rappelle qu'il est important d'aller voter. Ça compte vraiment pour les départementales, sachant qu'il y a eu quand même 51% seulement de participation dans le Pas-de-Calais il y a 6 ans. Et cette année, l'abstention risque d'être record. C'est donc vraiment l'enjeu. Merci à toutes et tous. Très belle soirée.